L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Aujourd'hui, le sujet des écrans, jeux vidéo et réseaux sociaux. Nous voudrions parler des écrans et de leur usage en fonction de l'âge. On voudrait parler également des jeux vidéo et on finira par les réseaux sociaux. Et moi, j'aurais peut-être un petit coup de gueule, on verra en fonction de mon humeur en fin d'épisode, sur les photos et vidéos d'enfants diffusées sur les réseaux. C'est parti, les écrans donc. Les écrans, à partir de quel âge ? Serge Tisseron, qui est psychiatre et chercheur, propose une règle assez simple, la règle des 3, 6, 9, 12. Vous l'avez peut-être vu affichée dans les cabinets de médecins, à la PMI. Donc cette règle est assez simple. Elle dit avant 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6, pas de console de jeu personnelle. Entre 6 et 9, pas d'internet seul. Et après 12 ans, on commence. Alors 12 ans ou l'entrée au collège, évidemment. Donc on peut aller sur internet, mais toujours en discutant avec les parents, etc. Voilà. Alors, au niveau de cet âge, de 3 ans, on entend bien que ça peut être à des moments très compliqués pour les parents de ne pas du tout mettre les enfants devant des écrans avant l'âge de 3 ans. Et notamment, parfois, ça vous échappe parce que les enfants peuvent être avec leur famille, leurs grands-parents, à la crèche. Et il y a, dans certains endroits, des vidéos. Souvent, avant l'âge de 3 ans, ça va être des dessins animés, ça va être des comptines en vidéo qui vont être diffusées. Donc, surtout en tant que parent, on ne culpabilise pas si à des moments on met quand même son enfant devant une vidéo, même si quand on le fait, il faut qu'on ait conscience que c'est pas très bon pour lui. Et quels conseils on peut donner pour ces moments-là ? Alors, c'est vrai que donc Serge Tisseron dit bien avant 3 ans, pas d'écran du tout. Certains chercheurs, notamment Grégoire Bort ou même vous, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça peut arriver. Et le conseil qu'on vous donne, ce que même des orthophonistes donnent, c'est d'accord, un dessin animé, mais accompagné. Ça veut dire que vous allez vous asseoir à côté de votre enfant et puis vous allez regarder le dessin animé avec votre enfant. Un dessin animé qui va pas vous paraître excessif, enfin qui va vous paraître normal, pas violent, peut réveiller chez l'enfant soit un traumatisme ou même une petite chose, une peur. Et là, il va avoir besoin de votre écoute. De verbaliser. Et de verbaliser. Et là, vous serez à côté en disant, parce que vous le regarderez aussi et vous allez lui dire, ah bah là, je sens que tu as été effrayé, là, je sens que ça te perturbe, il y a quelque chose qui te contrarie, est-ce que tu veux qu'on en parle ? Et puis surtout, c'est le moment aussi d'apprendre de nouveaux mots. C'est vrai que ces vidéos peuvent apprendre aux enfants de nouveaux mots, mais pas quand ils sont passifs devant l'écran. C'est justement en communiquant avec l'adulte qui les accompagne. Parce que on est bien d'accord que Grégoire Borst, ce qu'il explique, c'est que effectivement, il va y avoir un retard d'acquisition du langage. Ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas développer le langage, mais ça va être différé dans le temps. Parce que le temps passé devant les écrans va tout simplement retarder plein d'acquisitions différentes. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. On n'est pas en train de vilipender les écrans. Il faut en avoir un usage raisonné. Et puis vous dire que le temps passé devant les écrans, ça va être du temps en moins pour les interactions sociales. Avant 3 ans, ce qui est très important, c'est le langage et la socialisation. Donc, 20 minutes de dessin animé, peut-être, mais ce sera toujours 20 minutes en moins pour discuter avec vous. Donc, c'est important d'avoir cette idée en tête. Et en fait aussi, ce qu'on remarque, c'est que les écrans peuvent développer des problèmes d'attention parce qu'il y a une surstimulation et donc une surcharge sensorielle et ça va captiver l'attention des tout petits de manière excessive. Et donc ensuite, ils vont avoir du mal à se concentrer sur des activités plus calmes parce qu'ils vont tout le temps rechercher cette excitation finalement et forcément leur attention va être plus limitée. Après 3 ans, Grégoire Bort insiste surtout sur le sommeil de l'enfant. Donc, on a parlé des interactions langagières et ce qui est important donc pour l'enfant et pour l'adolescent, c'est le pas que prennent les écrans sur le temps de sommeil. Et donc, ça a des répercussions en cascade sur tout le reste, donc les apprentissages, le développement cognitif, etc. Donc, tout simplement, le fait de manquer de sommeil, la fameuse lumière bleue des écrans qui est
particulièrement dommageable parce que ça interfère avec la production de mélatonine, la mélatonine qui est donc l'hormone responsable de la régulation du sommeil. Donc la lumière bleue des écrans. Alors bien sûr, maintenant on sait qu'il existe alors des lunettes anti-lumière bleue, des écrans même anti-lumière bleue. Ce n'est pas ça qui va régler tous les problèmes d'endormissement, bien évidemment, mais sachez qu'en tout cas, voilà, la lumière bleue est nocive et une fois de plus, la surexcitation, la surstimulation des écrans est nocive pour le sommeil. Bref, vous l'aurez compris, donc les écrans ont un effet à répercussion sur la qualité de vie, tout simplement, de nos enfants et même de la nôtre, d'ailleurs, parce que pour nous, c'est pas bon non plus d'être trop longtemps devant les écrans. Quelques conseils par rapport aux écrans. En premier lieu, fixer une limite, une durée. Serge Tisseron a une image que j'aime bien. Il dit « Vous ne laissez pas votre enfant devant un saladier entier de mousse au chocolat. » Ça vous paraît du bon sens de ne pas lui donner la mousse au chocolat, lui dire « Tiens, vas-y, mange, sers-toi autant que tu veux. » Eh bien, les écrans, imaginez, c'est pareil. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant avec la télé, enfin, allumer la télé devant lui ou l'écran, ou la tablette ou un téléphone et lui dire allez, vas-y, c'est open bar. Non, parce qu'il va être écœuré, comme avec sa mousse au chocolat. S'il en mange trop, il va être écœuré. Et bien, avec les écrans, c'est un petit peu pareil. C'est un trop-plein. Donc, on vous conseille, avant d'allumer un écran, vous lui dites, écoute, on s'est mis d'accord, ou même, je te dis, tu regardes un dessin animé, ensuite, nous éteindrons la télé, ou n'importe quel écran. Donc, c'est vraiment ça, cette idée de fixer une durée. Et aussi, ce qui est important, c'est les moments où on regarde les écrans, parce que selon les moments de la journée, c'est pas pareil. Ouais. On conseille aux parents, pas d'écran le matin, au réveil, pas d'écran le soir, pour les raisons que l'on a évoquées tout à l'heure, et aussi pas d'écran pendant les repas. Parce que vous vous dites, bon, nous, on se regarde une petite série, on regarde le journal télévisé, pendant que l'enfant, même s'il est tout petit, 2 ans, de toute façon, il comprend rien, on l'a mis dos à l'écran, c'est pas grave. Non, une étude récente dit que 41% des enfants de moins de 2 ans qui regardent la télé pendant les repas ou sont dans la même salle ont des retards langagiers. Voilà, donc c'est quand même préjudiciable. Et une fois de plus, c'est parce que l'écran va prendre toute la place du dialogue pendant le repas. Cette petite remarque vaut aussi pour les parents. Vous pouvez déposer votre téléphone portable oui, tout à fait. sur le plan de travail, loin de la table de repas familial. Le pas d'écran pour les adultes, c'est compliqué pour nous. On est tous un peu accros malheureusement à nos smartphones. Et c'est vrai que c'est aussi important de déconnecter numériquement. Et puis même pour vos enfants, c'est vrai que si on leur dit, il faut aussi être cohérent, c'est si vous leur dites pas d'écran à table, bon, ça va être plus avec les ados, on s'écoute quand on parle, enfin on discute à table, c'est un moment d'échange, et puis que vous dites, ah non mais attends, j'ai reçu un mail, il faut que je le lise maintenant, c'est très très important, c'est aussi ce que va avoir votre enfant, votre adolescent, c'est que vous privilégiez le téléphone et la dernière, ou soit la dernière vidéo, la dernière notification Insta ou TikTok, peu importe, peut-être TikTok, peut-être pas de nos jours, enfin nous. Enfin, vous privilégiez la dernière... Moi, je suis à fond sur TikTok. N'est-ce pas? Ouais. Vous privilégiez la dernière notification à une discussion avec votre enfant. Tout à fait. Et alors là, on a parlé surtout, on va dire, principalement des vidéos, etc. Et puis, on parle plutôt des jeunes enfants et on va aborder les enfants plus âgés avec les jeux vidéo, tout ça. Mais il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi les jeux en ligne pour les petits, les applications. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller là-dessus ? Alors, est-ce qu'on parle de bon temps d'écran ou pas? Non, c'est toujours pareil, il faut être raisonnable. Vous pouvez leur proposer certaines applications, certains jeux. Alors moi, je sais que pour les devoirs avec mon aîné, ça passe. Il y a certaines notions qui passent un peu mieux avec le logiciel éducatif. Bon, les tables de multiplication, c'est quand même... Vous voyez, ces choses un petit peu rébarbatives. Bon, là, ça passe mieux avec quelques jeux. Je sais qu'il y a aussi l'éditeur Nathan qui propose une petite application avec des jeux qui s'appellent Maxi Loto. Et puis, c'est des jeux pour apprendre le vocabulaire. Après ça, effectivement, vous pouvez le faire aussi avec un jeu de société que vous sortez, un loto, etc. Mais même s'il existe des bons jeux d'apprentissage, des jeux éducatifs, n'hésitez pas à sortir tous les jeux de société que vous avez dans vos placards. Un lancer de dés, un lancer avec 2 dés au Monopoly ou à la bonne paye, ça apprend à votre enfant à surcompter. Ça apprend à votre enfant, perdre ou pas, à gérer la frustration, à développer des compétences psychosociales. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais
oui, il existe certains jeux, mais n'oubliez pas les jeux de société. Exactement, et puis de jouer donc avec votre enfant, parce que souvent les jeux sur les tablettes, etc., c'est des jeux auxquels ils vont jouer seuls, et il faut rappeler qu'il faut que vous accompagniez votre enfant. Un petit conseil auquel je pense aussi, tout ce qui est, je reparle là vite fait des vidéos, mais essayez d'habituer vos enfants à regarder tout en version originale et non en français. Au moins, il y aura un petit apprentissage d'une autre sonorité, hein, parce qu'on ne devient pas du tout bilingue en écoutant toute la journée des chansons ou en regardant des vidéos en anglais, hein, par exemple, ou en espagnol ou en russe, etc., ou en chinois ou en tigrinya ou en bengali. Dora l'exploratrice nous a donc menti. On nous aurait menti, Peppa Pig ne nous apprend pas l'anglais, mon Dieu. D'ailleurs, on le voit à l'école, quand certains enfants arrivent, ils ont un langage assez stéréotypé, ils vont dire toutes les couleurs en anglais. Donc on va leur présenter, ils vont dire pink, purple, green. Toi, tu écoutes. Tu regardes Peppa Pig. Voilà. Mais par contre, le fait de regarder, d'aller au cinéma notamment, alors ça va être après 3 ans, d'emmener votre enfant au cinéma, lui faire découvrir cet univers, c'est très très riche. Et si on l'emmène par exemple voir un des formidables dessins animés de Miyazaki, notamment Mon voisin Totoro, eh bien d'aller le regarder en japonais, je vous assure qu'on comprend très très bien l'histoire, même si on saisit peut-être pas certaines petites nuances. Après, on peut aussi acheter le livre et le lire. Mais toujours est-il que ça permet en tout cas de se rendre compte qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres langues, et c'est quand même très riche, et ça habitue les enfants à plus tard regarder plein de choses en version originale. Et ça, je trouve que c'est quand même pertinent d'un point de vue culturel. Et aussi pour développer effectivement l'oreille à d'autres sonorités. Mais donc, je rappelle, ça n'apprend pas une langue étrangère. Alors, rappelez-vous une chose aussi, la fameuse colère quand vous éteignez un écran, bien que vous ayez prévenu votre enfant en lui disant « Écoute, tu regardes ton petit dessin animé et après on éteint ». Ça peut arriver que votre enfant vous fasse une énorme colère. C'est pas nécessairement qu'il avait envie de regarder un autre dessin animé ou que c'était très 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 intéressant et que ce dessin animé lui avait particulièrement plu. C'est parce que devant cet écran, il a été passif, qu'il y a eu une surstimulation d'images dans tous les sens et que c'est un moment où il va décharger tout ce qu'il a reçu. Voilà, donc il décharge son énergie, ses émotions, son excitation par rapport effectivement à ce temps passé très passif corporellement, mais très actif au niveau visuel de toutes les images qu'il a reçues pendant ce temps d'exposition aux écrans. Alors on va s'intéresser maintenant aux enfants un petit peu plus âgés, donc à partir de 6 ans, voire d'ailleurs un petit peu plus âgés, si on aborde la question des jeux vidéo. C'est pareil, il faut s'armer de connaissances, de bon sens pour ne pas non plus complètement interdire, parce que ça ne marchera pas. Votre enfant ira trouver une autre façon de jouer en allant chez les copains, en allant dans des lieux où il pourra jouer, alors pas à 6 ans peut-être, mais plus tard. Hein. Donc c'est pas forcément une chose judicieuse que de lui interdire complètement l'accès aux jeux vidéo. Toutefois, il faut que vous sachiez plusieurs choses. Élise, tu peux nous parler des impacts quand même des jeux vidéo ? Alors, il faut que vous sachiez qu'au début de l'adolescence, cela peut représenter un facteur de risque pour le développement de symptômes reliés à un trouble du déficit ou de l'attention. Alors, en effet, il y a des enfants qui sont un petit peu prédisposés, qui peuvent être un petit peu actifs plus que d'autres. J'aime pas parler d'hyperactivité, mais bon, je pense que vous comprenez ce qu'on veut dire. Eh bien, ces enfants peuvent... en jouant trop aux jeux vidéo, développer effectivement des troubles de type TDAH. Donc, il faut quand même être très, très vigilant. Et aussi, ce qui est quand même un petit peu rageant, c'est que la nouvelle génération de jeux vidéo en ligne, eh bien, c'est évidemment étudié, développé pour rendre accro, alors on va dire nos ados et nos pré-ados, parce que ce sont donc des jeux qui sont maintenant massivement multijoueurs. Donc il y a des personnes qui jouent à ces jeux en même temps, il y a des millions de personnes dans le monde qui jouent en même temps, et donc c'est une nouvelle façon de jouer qui est très compétitive et collaborative. Alors ça développe par contre plein de compétences, mais le souci, c'est qu'on ne peut plus mettre sa partie en pause. Et en effet, pour l'avoir vécu, votre enfant, votre ado va vous dire « Mais tu te rends pas compte quand vous rentrez dans la chambre et vous dites « Bon là, stop, là, t'éteins tout, tu viens manger, tu viens faire tes devoirs, on sort. Mais non, je peux pas, sinon je vais être ban !» Donc, je vais être ban veut dire je vais être banni. Et ils ont des points de pénalité en plus quand ils interrompent une partie. Et en plus, socialement parlant, parce que souvent, les enfants vont quand même jouer avec leurs amis en ligne à ces jeux, eh bien, le reste du groupe
va critiquer, dire tes parents ils sont nuls, ils te font couper la partie en plein milieu, on a tous perdu à cause de toi. Et donc effectivement c'est quand même très compliqué. Et donc ces jeux sont très habilement conçus pour attirer et retenir les joueurs. Outre le sentiment d'appartenance à son équipe dont tu parlais tout à l'heure, et puis le fait que les autres culpabilisent en disant non mais tu vas pas quitter la partie maintenant, pensez aussi à la reconnaissance sociale est liée à l'apparence de l'avatar, parce que votre enfant, vous devez l'habiller avec des marques à la ville, et il faut l'habiller aussi avec des marques à l'écran. Donc arrêtez les... Non, mais votre enfant va parfois vous demander une petite carte cadeau à Noël pour pouvoir acheter des vêtements, pas pour lui, non, pour son avatar, pour avoir une certaine reconnaissance sociale sur Internet. Donc là, c'est la vie virtuelle qui prend le pas sur la vie réelle de votre enfant et qui prend le pas aussi sur toutes ces interactions sociales réelles. Voilà, c'est vrai que l'avatar dans les jeux, ça a une importance folle. Donc en effet, il y a des enfants qui vont dépenser des sommes astronomiques pour habiller donc leur personnage dans le jeu d'une certaine façon, et ensuite dans la cour du collège, de l'école, ça va être t'as vu mon avatar sur tel jeu, j'ai enfin tel skill, et voilà, ils sont super fiers. Et c'est vrai que c'est quand même problématique parce qu'une fois de plus ça nivelle aussi les enfants en fonction de leurs moyens, donc ça pose de réels soucis. Ça pose de nombreux soucis, notamment ce système de récompense. Donc, vous avez entendu parler, je pense, de cette polémique de TikTok qui avait été épinglée par l'Union européenne, qui disait qu'on ne pouvait pas récompenser l'enfant, ou l'ado d'ailleurs, plutôt, en fonction de son temps passé devant un écran, à liker des vidéos. Et Attends, parce que, excuse-moi, je te coupe, Élise, j'ai pas compris. Ouais. Donc, en gros, TikTok récompensait les jeunes en fonction du temps. Plus ils passaient de temps sur TikTok, c'est ça, à regarder des vidéos, et ils obtenaient quoi ? Des jetons pour pouvoir avoir des cartes cadeaux ensuite. Ah, c'est incroyable. Alors, la TikTok a dit oui, mais c'est seulement de 60 à 85 minutes par jour. C'est régulé, mais bon, c'est quand même inciter les enfants à regarder des vidéos, commenter le contenu. Et en effet, ça rejoint là ce problème que tu évoques avec TikTok, ça rejoint le problème que pose justement le temps passé sur les jeux vidéo, le temps passé sur les réseaux sociaux, qui procure en fait un plaisir immédiat. Alors nous adultes, on est tout à fait capable de comprendre que on passe parfois trop de temps sur les écrans et on va couper et on va aller faire autre chose, d'une autre activité. Pour les jeunes, et je crois que c'est même jusqu'à l'âge de 16 ans, eh bien, cette notion de plaisir immédiat, elle est incontrôlable. C'est-à-dire que le cerveau va envoyer des signaux à l'enfant et va systématiquement lui rappeler cette notion de plaisir qu'il a quand il joue notamment aux jeux vidéo, quand il regarde des vidéos en ligne, etc. Et va l'inciter systématiquement. Il est en train de faire ses devoirs, il est en train de jouer au basket dehors, il est en train de faire une toute autre activité. Et en fait, le fait de régulièrement avoir accès à ce plaisir immédiat, ça va lui être rappelé sans arrêt. Et c'est extrêmement dur à contrôler. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont il faut discuter avec vos enfants, leur expliquer cette notion de plaisir et que vous avez conscience que c'est donc une envie un peu irrépressible, mais qu'il faut apprendre à la canaliser. Et c'est vous, les adultes, qui êtes responsables de cet enjeu. Et donc, vous devez aider les jeunes à couper à plein de moments. Et ça va être difficile, effectivement, parce que cette recherche va être là et vous allez devoir lutter. Et ça ne va pas être simple, et ça n'est sans doute pas simple pour vous au quotidien. Parlons un peu des jeux type, on en a beaucoup parlé, Call of Duty, des jeux d'armes, concrètement, où il faut tirer sur l'ennemi. C'est décrié et aussi parfois un peu vanté. N'est-ce pas, Élise ? Oui, parce que ça reprend ce que tu disais sur le système de récompense. Tous ces jeux fonctionnent aussi comme ça. D'autres chercheurs disent qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, ce système de récompense, c'est pas terrible, mais on ne peut pas nier le fait que ça peut développer des compétences, notamment attentionnelles. Dans un environnement hostile, le joueur doit faire abstraction de tout ce qu'il y a sur l'écran, donc autour de lui, pour trouver les cibles et pour atteindre son but. Donc, il y a quand même des capacités attentionnelles qui se développent. Il doit faire de la discrimination visuelle, auditive, et donc ça développe quand même la concentration, l'attention. Mais une fois de plus, il faut que ce soit mesuré. Il ne faut pas que ce soit
de 20h à 4h du mat. Voilà. Il faut dormir parce qu'une fois de plus, le sommeil est très important. Voilà. Alors pour terminer sur les jeux vidéo, on estime qu'il y a à peu près 1,3% des adolescents qui malheureusement présentent une cyberdépendance, donc c'est vraiment une addiction aux écrans, et que 18% des adolescents ont une utilisation à risque des jeux vidéo. Alors, certes, c'est préoccupant, hein, c'est clair. Toutefois, ça veut quand même dire que 80% des adolescents ont une utilisation raisonnée des réseaux. Toutefois, il faut vraiment qu'on reste, nous, les adultes, vigilants parce que l'offre, effectivement, est grandissante de différents jeux vidéo. Après, effectivement, à chaque génération, hein, il y a eu ces problèmes. Il n'empêche qu'il faut quand même aussi faire confiance à nos jeunes, et ça ne veut toujours pas dire qu'il ne faut pas les accompagner. Mais par contre, leur poser des questions, intéressez-vous à leur jeu. Vous allez voir à quel point c'est compliqué quand ils vous expliquent les règles de jeu, de leur jeu favori. Donc LOL, Fortnite, Minecraft, bon, et plein d'autres hein, dont vous avez entendu parler. Et plutôt qu'un temps limite dans la journée, parce qu'il y a des jeux où effectivement on peut pas s'arrêter en pleine partie, c'est pas possible. Bon, sauf si c'est à une heure indue dans la nuit, mais vous pouvez négocier un temps limite sur la semaine. Bon bah regarde, hier tu as beaucoup joué parce que tu voulais terminer ta partie, c'était important pour toi. En revanche, ce soir, ça sera pas possible. Il faut que tu privilégies d'autres activités. Voilà, il faut aussi que vous assuriez que votre jeune, votre pré-ado, votre ado, enfin peu importe, soit engagé dans d'autres activités. Si vous vous rendez compte que c'est beaucoup d'écran, mais surtout qu'il y a peu d'autres activités, il délaisse des activités artistiques, musicales, sportives, privilégier des activités, des sorties, des activités culturelles, en famille. Parfois, effectivement, il faut raccrocher les wagons avec votre enfant et bah, vous êtes un modèle et souvent moteur pour à nouveau faire en sorte que votre enfant ait d'autres activités que des écrans. Alors parlons maintenant des réseaux sociaux. Alors déjà, c'est quoi les réseaux sociaux ? Il y a une toute nouvelle loi de juillet 2023 qui s'attache à définir ce que sont les réseaux sociaux. On entend par réseaux sociaux toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations. Alors, cette loi, elle est intéressante parce qu'elle explique ce que c'est un réseau social, donc la communication, la publication de contenu, et aussi parce qu'elle fixe une majorité numérique. Tout à l'heure, nous vous avons parlé de Serge Tisseron, nous vous avons dit qu'il prescrivait une utilisation d'Internet avant 12 ans, accompagnée après 12 ans, seul. Là, maintenant, la nouveauté, c'est que les réseaux sociaux, avant 15 ans, c'est avec l'accord des parents. La majorité numérique est fixée à 15 ans. Donc, c'est vraiment vous, en tant que parent, qui autorisez ou non votre enfant à se servir donc des réseaux sociaux. C'est vrai qu'une fois de plus, interdire donc le smartphone, il faut être clair, parce que ça se passe sur le téléphone, à son jeune ado, c'est extrêmement compliqué si tous ses camarades en sont équipés. On peut dire que à partir de la fin du collège, ça devient compliqué d'interdire à un jeune d'avoir un smartphone, ne serait-ce que pour les devoirs. Aujourd'hui, tout est en ligne, École Directe et j'en passe. Ce sont des applications qui permettent d'avoir les devoirs, de lire les messages des professeurs le soir. Ça se passe sur le téléphone. Alors, vous pourriez dire, oui, je passe mon téléphone perso, mais sur toutes ces applications scolaires, l'enfant a son propre compte et les professeurs demandent aux élèves d'aller consulter eux-mêmes. Certains diront que c'est un peu illusoire, que le réseau social ou les réseaux sociaux ne vont pas aller vérifier toutes les autorisations des parents, mais sachez que ça existe. Sachez que cette loi a été promulguée pour lancer un petit peu un signal d'alarme, parce qu'ils se sont rendus compte que les parents s'intéressaient pas forcément et mesuraient pas l'ampleur qu'Internet avait, que les réseaux sociaux avaient auprès des jeunes. Ok, peut-être que sûrement les réseaux sociaux vont pas forcément aller regarder si vous avez bien signé l'accord, mais vous, ça vous permet de vous interroger sur la façon dont votre jeune utilise Internet et les réseaux sociaux et d'en discuter avec lui. Tout à fait. Et on peut parler aussi peut-être de l'addiction des réseaux sociaux. C'est vrai que la surexposition à un réseau social est problématique parce que le jeune va être très
addict au nombre de likes obtenus, à construire son identité dans un monde virtuel, et donc va rechercher finalement une forme de validation sociale sur les réseaux sociaux, et ça peut être effectivement énormément de temps passé, énormément de temps à développer donc cette fameuse image virtuelle, et donc à ne pas faire d'autres choses et à être complètement omnibulé par les réseaux. Et ça va jouer aussi sur l'estime de soi. Et c'est un âge, l'adolescence, où on se construit. Et là, les jeunes vont construire leur image à coups de likes, à coups de j'aime, à coups de selfies qui vont être aimés ou pas. Et ça peut être très, très préjudiciable pour votre ado. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de la chirurgie esthétique liée aux selfies. Figurez-vous qu'il y a eu une recrudescence de demandes de rhinoplastie chez les jeunes filles, notamment, mais aussi chez les jeunes garçons. Tout simplement parce que lorsqu'on se prend en photo en selfie, le nez est déformé. Et donc, on a l'impression d'avoir un gros nez. Et donc, beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux se font refaire le nez par rapport à leur apparence sur les réseaux. Alors, autre sujet épineux concernant les réseaux sociaux, c'est l'exposition de nos jeunes à des contenus inappropriés. Donc, comment on contrôle ça? Tu lui prends son téléphone et tu regardes ce qu'il y a dedans. Donc non, la communication, il faut communiquer, il faut parler de tout ça, il faut parler des images qui peuvent les choquer, sur lesquelles ils peuvent tomber, et surtout de leur dire que si ça leur est arrivé, s'ils sont allés chercher quelque chose et qu'ils ont eu peur, que ça les a choqués, il faut qu'ils vous en parlent, il faut pouvoir débriefer là-dessus, c'est hyper important pour pas que ça devienne un trauma. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas non plus diaboliser les écrans, parce que de toute façon, on est dans une société avec des écrans. Donc, il faut apprendre à bien les utiliser. Si vous dites à votre enfant, je t'avais dit de pas aller sur les réseaux, c'est pas bien, alors comme tu as eu des problèmes, tant pis, on supprime. On te supprime Internet, on te supprime les réseaux sociaux. Privilégier, alors c'est vrai que c'est difficile, que nous, on a envie de protéger nos enfants, on veut pas qu'ils souffrent, mais peut-être privilégier plutôt la discussion, parce qu'en plus, ça va introduire l'idée que c'est lui le problème, c'est lui qui a fauté, c'est lui, alors que il est peut-être tombé malheureusement sur un contenu inapproprié, on en reparlera après, mais il a été victime de cyberharcèlement, et c'est pas lui le fautif. Complètement. Et c'est vrai que, en effet, ce qui peut arriver aussi aux jeunes, c'est aussi tomber sur des personnes malveillantes. Et donc ça aussi, pareil, ça se discute. On explique aux jeunes comment faire attention. Une discussion avec une personne virtuelle nécessite quand même de s'assurer de l'identité de cette personne virtuelle, et donc de faire attention, de ne pas prendre pour argent comptant quelqu'un qui va annoncer qu'il a le même âge que le jeune qui est en train de lui parler. Ça peut être une personne complètement différente. Ça, il faut pareil informer. Alors, il y a des assos aussi qui sont super, qui interviennent dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer justement la malveillance, malheureusement, sur les réseaux sociaux, pour parler aussi des arnaques. Il y a des arnaques sur les réseaux, et parfois, des jeunes se font arnaquer en prenant la carte bleue de leurs parents. Il y a aussi le fait, le cyberharcèlement dont on parlait juste avant, avec le vol de photos, ça peut être par des camarades, donc diffusion de photos privées, de faire très attention. Ça, c'est pareil, il faut informer les jeunes, il ne faut pas leur dire que c'est interdit, mais qu'il y a toujours un risque. N'oubliez pas le numéro d'urgence pour toute forme de harcèlement, qu'il s'agit de cyberharcèlement ou de harcèlement, c'est le 3018. Voilà, le 3018, vous pouvez appeler et prendre aussi juste des infos si vous vous inquiétez pour l'utilisation des réseaux sociaux, avec peut-être un risque de harcèlement pour votre enfant. Alors, on va terminer sur... Le coup de gueule. Le coup de gueule, oui. On va terminer sur effectivement les parents qui publient des photos de leurs enfants en ligne. Alors sachez que chaque jour, il y a à peu près 300 millions de photographies en tout genre qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et parmi ces 300 millions, il y a énormément de clichés d'enfants. Alors, selon une enquête britannique, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. Alors, bien sûr, ça peut être sur ses comptes propres, mais aussi sur ceux de ses parents ou de ses proches. Donc, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler, Élise ? Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le Code civil, il y a une loi qui parle de l'autorité parentale. Dans cette loi, ils viennent d'introduire la notion de la vie privée, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de parents qui postaient des photos de leurs enfants. Et donc, cette loi veut rappeler
que les parents, ils ont un devoir de protection du respect de la vie privée de leur enfant et que c'est lié à l'exercice de leur autorité parentale. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a aussi ces fameux pranks où on voit des parents se moquer de leur enfant, mais tout simplement, ne serait-ce que des photos de vos enfants petits, en grandissant, des choses que vous trouvez mignonnes, votre enfant vous a fait sourire, que vous trouvez attendrissantes, parce que vos enfants sont beaux, évidemment, tous nos enfants sont magnifiques, on a envie de les montrer, on veut montrer Surtout les miens. on veut montrer qu'on les chérit. Le problème, il est qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, des problèmes. Il est déjà que vos photos peuvent être volées par malheureusement des personnes mal intentionnées et donc servir dans la pédocriminalité, donc ces diffusions sur des sites pédopornographiques. Donc c'est quand même ultra grave et franchement, on est surpris parce que vous allez forcément dire oui, mais moi, mon enfant, je le mets jamais nu en photo. Non, c'est parfois juste des visages d'enfants. C'est des petites filles, des petits garçons parfaitement habillés qu'on retrouve sur ces sites et il va y avoir des commentaires. En général, ce sont bien évidemment des hommes qui vont commenter avec des propos salaces et franchement, c'est ultra horrifiant de voir ça. Donc, il faut vraiment éviter de publier des photos de ses enfants. Et sachez que votre enfant n'est pas consentant. Il n'est pas capable de consentir à ce que sa photo, ses vidéos soient publiées par vous sur vos réseaux sociaux avant vraiment l'âge de 14-15 ans. Avant ça, il vous surkiffe, il vous aime d'un amour fou. Bon, après aussi, mais il a quand même un peu plus d'esprit critique. Mais avant 14-15 ans, il veut juste vous faire plaisir. Donc forcément, vous allez publier des photos. Ça va lui faire plaisir de vous faire plaisir. Mais c'est extrêmement problématique. Donc quand vous avez en face de vous votre petit enfant super mignon, vous prenez des photos, voilà, vous avez envie de les diffuser, essayez de voir votre enfant à l'âge de 15-16 ans, donc adulte pour un garçon avec un peu de poil au manteau, pour une fille avec un petit côté peut-être un peu rebelle, et vous dire mais comment ça, vous avez publié des photos de moi quand j'étais petit, est-ce que je vous ai dit oui? Et surtout, rappelez-vous que l'enfant n'est pas capable de dire oui, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Et enfin, utiliser ces enfants à des fins commerciales dans des publicités pour vendre des cours en ligne ou des choses comme ça, c'est quand même extrêmement problématique. C'est vraiment du travail déguisé. Donc ça, normalement, c'est puni par la loi. Alors évidemment, il y a bien des enfants acteurs, etc. Mais il n'empêche que souvent, on entend par la suite que ces enfants ont dû suivre des thérapies parce que ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin de travailler avant un certain âge, d'être exposé, que ce soit au cinéma, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et ça a forcément des conséquences délétères sur le développement de l'enfant. Donc très honnêtement, moi je déconseille le travail d'enfant à partir de l'âge du consentement qui est donc situé autour de l'âge de 15 ans. Et je voudrais juste vous faire écouter un petit extrait. Alors c'est en anglais, je suis vraiment désolée, mais je vais vous le traduire juste après, de quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Barrett Paul, donc Barrett, B-A-R-R-E-T-T-P-A-2-L, donc il est sur les réseaux sociaux, et il dit ceci, Barrett, en anglais, donc je vous traduis ça dans 2 secondes. Children are not content. Please remember that your children cannot consent to being in your content. I love that you love your kids and want to share them, but please really think about what is being shared and who's receiving it. Donc il dit, vos enfants ne sont pas du contenu. S'il vous plaît, rappelez-vous qu'un enfant ne peut pas consentir à être du contenu. Je sais que vous aimez vos enfants et que vous voulez partager avec le monde entier à quel point vous les aimez, mais s'il vous plaît, rappelez-vous que vous ne savez pas qui va partager ces photos et qui va les recevoir. Donc voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire juste avant, tout simplement. Donc c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir là-dessus et tout simplement de s'interdire. On peut flouter le visage de son enfant, mais il faut s'interdire. Je pense vraiment que c'est important. Il faut s'interdire de publier des photos de ses enfants. Et d'ailleurs que ce soit en privé également, parce que même en privé, vos photos peuvent être volées. Plus grand, il sera habitué à, quand il prendra une photo, à pas considérer qu'il a le droit de prendre une photo, mais aussi de demander l'avis de la personne. Complètement. Voilà, c'est vrai que c'est aussi ça, l'apprentissage de la notion de consentement, c'est à plein d'égards, à plein de niveaux, et ça en fait tout à fait partie. Et effectivement, si vous exposez vos enfants sans leur consentement, c'est ne pas leur apprendre le consentement. Et de la même façon, il faut leur apprendre aussi à demander l'autorisation lorsque eux vont faire des photos, et aussi de leurs proches, leurs amis, etc. On prend pas des vidéos et des photos aux insus, on filme pas le prof en cours, on n'enregistre pas un audio, voilà, sans que les autres personnes soient informées, parce que c'est complètement illégal de faire ça. Bon, alors
alors pour finir, Élise, si on a le droit qu'à 2 heures d'écran par jour, et on fait quoi à la place? Il y a de plus en plus de boîtes à histoires différentes qui existent. Donc, renseignez-vous. Il y a des boîtes à histoires qui correspondent au contenu de Radio France. Il y a des boîtes à histoires dans lesquelles vous pouvez vous-même enregistrer des histoires. Certaines proposent des histoires déjà dans le commerce et vous pouvez avoir le livre. Et il y a une multitude de boîtes à histoires qui existent. Ça fonctionne très bien avec les enfants, avec les ados, parce qu'il y a des contenus différents selon les âges. Et ça remplace quand même vraiment les écrans et les enfants qui sont habitués à ce type d'outils les affectionnent et finalement réclament peu les écrans. C'est ce qu'on constate, n'est-ce pas? Donc, ces boîtes à histoires sont un outil de distraction, un outil d'apprentissage, un vocabulaire, et aussi, ça peut, chez certains enfants, être un outil d'apaisement. Ça peut leur servir à réguler leurs émotions, à se recentrer sur eux-mêmes, à prendre un temps pour eux quand ils ont vécu une émotion très forte. Et ça marche, ça fonctionne assez bien. Bah écoute, génial, on va tous acheter des boîtes à histoires, même pour nous les adultes, pour nous endormir le soir, ce sera toujours mieux que l'écran. Bah ceci dit, lire, c'est quand même ce qui endort le mieux. D'ailleurs, moi, je n'arrive pas à finir à chaque fois mon livre, au bout de 2 pages, je m'écroule. Donc c'est quand même un très bon moyen d'endormissement. Bonne nuit donc. Nous arrivons à la fin de ce numéro sur donc les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre des avis. Et à nous demander s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. On espère que ce numéro de l'école d'abord vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt.